La tour Eiffel scintillait au loin. Un diamant posé sur un écrin de velours noir. De mon bureau au sommet de la tour Montparnasse. Paris était un tapis de lumière. Une promesse silencieuse de pouvoir et de succès. L'air dans la salle de réunion était frais. Presque clinique. Imprégné de l'odeur du cuir des fauteuils et du café fraîchement moulu. Mes partenaires commerciaux me regardaient, attendant ma décision finale sur un contrat à plusieurs millions d'euros. Ma vie était faite de chiffres, de stratégie et de projections. Une vie que j'avais construite brique par brique, sur les ruines d'une autre. Mon téléphone vibra sur la table en verre poli. Un numéro inconnu. D'habitude, j'ignorais ses appels. Mon assistante filtrait tout. Mais ce soir-là, une impulsion étrange me poussa à répondre. Je fis un signe de la main à mes collègues pour leur demander une minute. « Allô ?» dis-je d'une voix neutre. Un silence. Puis une respiration fragile. Un son que je crus avoir oublié. « Jean-Luc. C'est moi. Sophie. » Le nom frappa mon esprit comme un écho venu d'un gouffre. 7 ans s'étaient écoulés. 7 ans de silence. Sa voix était brisée. Méconnaissable. Dépouillée de toute l'assurance qu'elle avait autrefois. C'était la voix d'une personne au bord du précipice. S'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Je fermai les yeux. Une image fulgurante traversa mon esprit, un lit d'hôpital blanc. L'odeur d'antiseptique. Une douleur si intense qu'elle semblait pouvoir déchirer le monde en deux. Et le vide à côté de moi. Le vide qu'elle avait laissé. Je rouvris les yeux. Mon reflet dans la baie vitrée me fixait. Un homme en costume sur mesure. Le visage marqué par des cicatrices discrètes. Mais les yeux froids comme l'acier. Cet homme n'avait plus rien à voir avec le garçon qu'elle avait abandonné. Je pense que vous faites erreur. Répondis-je calmement. Chaque mot pesait. Chaque syllabe glaciale. Sans attendre sa réponse. Je raccrochai. Je posai le téléphone sur la table. Le silence dans la pièce était total. Mes partenaires me regardaient. Curieux. Je leur adressai un sourire professionnel. Reprenons. Où en étions-nous ? Mais mon esprit n'était plus à Paris. Il était reparti 7 ans en arrière ? Sous le soleil écrasant de Marseille ? Dans une petite ruelle du quartier du Panier ? Où le parfum de la mer se mêlait à celui de l'ail et du thym. Un temps où ma vie n'était pas faite de contrats. Mais de rêves simples. Un temps où j'aimais une femme nommée Sophie. Il y a 7 ans. Mon univers tenait dans une vingtaine de mètres carrés. C'était la cuisine de mon restaurant. Le goût de la mer. Ce n'était pas grand. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était tout pour moi. Les murs étaient blancs. Décorés de filets de pêche et de vieilles photos du vieux port. Les tables en bois étaient toujours recouvertes de nappes à carreaux bleus et blancs. Comme un clin d'œil à la Méditerranée qui nous berçait. Chaque matin, je me levais avant l'aube. Je me rendais au marché aux poissons. Sur le quai des Belges. J'aimais cette atmosphère. Les cris des pêcheurs. L'odeur puissante de l'iode. Le spectacle des poissons frais qui frétillaient encore sur la glace. Je connaissais tout le monde. Je choisissais mes produits avec un soin presque religieux, les rascasses pour ma bouillabaisse. Les supions pour ma friture. Les oursins que j'ouvrais d'un geste expert. Ma passion pour la cuisine me venait de ma mère. Hélène. Elle m'avait tout appris. Pas dans une grande école. Mais dans sa petite cuisine de campagne. Près d'Aubagne. Elle m'avait appris le respect du produit. La patience d'un plat qui mijote. Et l'amour que l'on met dans chaque geste. La cuisine. C'est l'amour que l'on donne à manger, disait-elle toujours. Et j'y croyais.
Chaque plat que je servais était une part de moi. Ma vie était simple, mais elle était pleine. Mon bonheur avait un nom, Sophie. Je l'avais rencontrée 2 ans plus tôt. Elle était infirmière à l'hôpital de la Timone. Belle. Intelligente. Avec un sourire qui pouvait illuminer la journée la plus sombre. Pour moi, elle était la perfection. C'était elle qui m'avait encouragé à ouvrir mon propre restaurant. Tu as un don? Jean-Luc? M'avait-elle dit un soir? Après avoir goûté un de mes plats. Tu ne peux pas gâcher ça en travaillant pour les autres. Ces mots avaient été l'étincelle dont j'avais besoin. Avec mes maigres économies et un petit prêt, j'avais trouvé ce local dans le panier. C'était un pari fou. Mais Sophie y croyait. Et parce qu'elle y croyait, j'y croyais aussi. Et puis il y avait Vincent. Mon meilleur ami. Mon frère de cœur. Nous nous étions rencontrés à l'université. Il avait fait des études de commerce. Moi de cuisine. Quand je lui avais parlé de mon projet de restaurant, il n'avait pas hésité une seconde. Je m'occupe de la salle et des comptes. Toi, tu t'occupes de la magie en cuisine? Avait-il déclaré avec son grand sourire confiant. Vincent était tout ce que je n'étais pas. Il était sociable. Charmeur. À l'aise avec les chiffres. J'étais plus réservé. Plus artiste. Nous étions le duo parfait. Le goût de la mer était notre bébé. Nos journées étaient longues. Épuisantes. Mais joyeuses. Le midi. Nous servions les habitués du quartier. Les artisans. Les commerçants. Le soir. Une clientèle plus variée. Des touristes. Des familles. Des couples d'amoureux. Le son découvert. Les rires. Les conversations animées. Le MMMH. C'est délicieux. Qui parvenait jusqu'à ma cuisine. C'était ma musique préférée. Je me souviens d'une soirée en particulier. Quelques jours avant l'accident. Le restaurant était complet. Une douce brise marine entrait par la porte ouverte, chassant la chaleur des fourneaux. Vincent, élégant et efficace, se déplaçait entre les tables. Sophie était venue nous aider, comme elle le faisait souvent après son service à l'hôpital. Elle servait le vin. Son sourire radieux enchantant les clients. De ma cuisine, je les observais. Vincent riait avec un groupe de clients. Sophie posait une main affectueuse sur son épaule en passant. Ils étaient beaux. Complices. Mon meilleur ami et la femme de ma vie. Je ressentis une bouffée de fierté et de bonheur si intense qu'elle me serra la poitrine. J'avais tout ce dont un homme pouvait rêver. Ce soir-là, je préparais ma spécialité. La bouillabaisse. Ce n'était pas juste une soupe de poisson. C'était l'âme de Marseille dans une assiette. La rouille. Montée à la main avec de l'ail et du safran. Les croûtons frottés à l'ail. Le bouillon parfumé aux fenouil et aux herbes de Provence. C'était le plat que ma grand-mère préparait le dimanche. C'était un plat qui racontait une histoire. Mon histoire. Jean-Luc. La table s'était prête pour la bouillabaisse. Cria Vincent depuis le passe-plat. Je dressai les assiettes avec soin. Je regardai Sophie qui me fit un clin d'œil. Son regard disait, « Tu es le meilleur ». Je lui souris. À ce moment précis, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je ne savais pas que mon monde était sur le point de s'effondrer. Je ne savais pas que les 2 personnes que j'aimais le plus me regardaient avec des yeux qui cachaient déjà le plus sombre des secrets. Après le service, nous nous sommes assis tous les 3 sur la petite terrasse, face au port illuminé. Vincent ouvrit une bouteille de vin blanc de cassis. À notre succès, lança-t-il en levant son verre.
À nous, ajouta Sophie en posant sa tête sur mon épaule. Je bus une gorgée de vin. Il avait le goût de l'amitié, de l'amour, de l'avenir. Un avenir que j'imaginais radieux. J'étais tellement naïf. Je ne voyais pas le regard étrange que Vincent échangeait avec Sophie par-dessus ma tête. Je ne sentais pas la légère tension dans la main de ma femme quand je la serrais. J'étais aveuglée par mon propre bonheur. On devrait peut-être penser à s'agrandir, dit Vincent. J'ai entendu parler d'un local plus grand sur la corniche. Avec une vue imprenable. Oh! Ce serait merveilleux! S'exclama Sophie. Ses yeux brillants d'enthousiasme. Imagine. Jean-Luc. Un vrai grand restaurant. Avec une étoile Michelin peut-être. Je souris. Un peu mal à l'aise. J'aimais mon petit restaurant. Je n'avais pas besoin de plus. Doucement, dis-je en riant. On vient à peine de commencer. Profitons de ce que nous avons. Sophie fit une petite moue déçue. Tu manques d'ambition? Mon amour. Tu as tellement de talent. Il faut voir grand. Vincent acquiesça. Elle a raison. Tu mérites mieux que cette petite boutique. Leurs paroles, qui se voulaient encourageantes, sonnaient étrangement à mes oreilles. C'était comme s'ils voulaient déjà autre chose. Comme si ce que nous avions construit ensemble ne leur suffisait plus. Mais je chassais cette pensée. J'étais fatiguée. C'est tout. Je mis leur impatience sur le compte de leur enthousiasme et de leur confiance en moi. Ce soir-là, en rentrant dans notre petit appartement du Vieux-Port, Sophie m'enlaça. Je t'aime. Jean-Luc, me murmura-t-elle à l'oreille. Ne l'oublie jamais. Je la serrai fort contre moi, respirant le parfum de ses cheveux. Moi aussi. Je t'aime. Plus que tout. Ces mots furent parmi les derniers que nous échangeâmes en tant que couple heureux. La nuit suivante, mon monde allait partir en fumée. Littéralement. La journée de l'incendie avait commencé comme toutes les autres. Le marché. La préparation en cuisine. Le coup de feu du midi. Tout était normal. Trop normal. Le soir, le restaurant était de nouveau plein à craquer. C'était un samedi. L'ambiance était festive. Une grande table fêtait un anniversaire. Vers 10 heures du soir, alors que le service touchait à sa fin, j'entendis un sifflement étrange venant de la réserve. Je n'y prêtai pas attention tout de suite, pensant que c'était le vieux réfrigérateur qui faisait des siennes. Puis, une odeur âcre, une odeur de gaz, commença à se répandre. Vincent, tu sens ça? Demandai-je, inquiet. Il renifla l'air et son visage pâlit. Merde. Tout se passa très vite. Une étincelle. Probablement venue d'un des fourneaux. Puis une explosion sourde. Une boule de feu jaillit de la réserve, soufflant la porte. Les cris des clients se mêlèrent au bruit du verre qui se brise. La panique s'empara de la salle. Mon premier réflexe fut de crier, « Tout le monde dehors !» Sortez. Vincent et moi avons commencé à évacuer les gens. La fumée était déjà épaisse. Noire. Elle piquait les yeux et la gorge. Les flammes léchaient les murs, dévorant le bois, les nappes, les souvenirs. Mon restaurant, mon rêve, se consumait sous mes yeux. Nous avons réussi à faire sortir presque tout le monde. Je faisais un dernier tour dans la salle enfumée, cherchant à tâtons, appelant pour être sûr que personne n'était resté. Il y a encore quelqu'un? Un faible gémissement me parvint du fond de la salle. Une vieille dame,
Celle de la table d'anniversaire était tombée et s'était coincée la jambe sous une table renversée. Elle était terrifiée. Aidez-moi. Mon fils. Je vous en prie. Sans réfléchir. Je me suis précipitée vers elle. La chaleur était insoutenable. J'ai réussi à soulever la table et à la dégager. Je l'ai prise sur mes épaules. Elle était légère comme une plume. Accrochez-vous bien. Au moment où nous allions atteindre la sortie, j'entendis un craquement sinistre au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux. Une partie du plafond, une vieille poutre en bois calciné, se détachait. Je n'ai eu le temps que de pousser la vieille dame vers la sortie. Puis, tout est devenu noir. Une douleur aveuglante, un poids écrasant, et le bruit assourdissant de mon monde qui s'écroule. Je me suis réveillée dans un monde blanc et silencieux. Une odeur d'éther et de désinfectant flottait dans l'air. Un bip régulier et monotone rythmait le temps, chaque son confirmant que j'étais encore en vie. J'ai essayé de bouger. Mais une douleur fulgurante a parcouru tout mon corps. C'était comme si des milliers d'aiguilles chauffées à blanc étaient plantées dans ma peau. J'ai baissé les yeux. Mes bras, mon torse, mes jambes. Tout était recouvert d'épais bandages blancs. J'étais une momie dans un sarcophage stérile. Jean-Luc? Mon chéri. Tu es réveillé? La voix de Sophie était un murmure tremblant. Elle était assise à côté de mon lit. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle tenait ma main. Ou plutôt, ce qui dépassait des bandages, avec une douceur infinie. En la voyant, une vague de soulagement a submergé la douleur. Elle était là. Tout irait bien. Sophie. Ma propre voix était un râle rauque, à peine audible. Que s'est-il passé? Des larmes se sont mises à couler sur ses joues. Il y a eu un incendie au restaurant. Tu as sauvé une femme. Tu es un héros. Mon amour. Un héros. Le mot sonnait étrangement. Je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais brisée, brûlée, anéantie. Les souvenirs de l'explosion, du feu, de la poutre qui s'effondre, sont revenus par vagues violentes, me donnant la nausée. Le médecin est entré peu après. Un homme au visage grave, avec des yeux fatigués. Il m'a expliqué la situation sans détour. Brûlure au 2e degré sur plus de 50% de mon corps. Inhalation de fumée toxique. Poumons endommagés. Le pronostic était réservé. J'étais placé en soins intensifs à l'hôpital de la Timone. Vous allez devoir être patient? Monsieur Moreau. A-t-il dit d'une voix compatissante. La route sera longue et douloureuse. Mais vous êtes jeune. Vous êtes fort. Longue et douloureuse. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. Chaque jour, les infirmières devaient changer mes pansements. Chaque jour, c'était une torture. Le retrait des bandages collés à la peau vive était une agonie que les antidouleurs peinaient à masquer. Je hurlais. Je pleurais. Je suppliais qu'on arrête. Et puis il y avait le débridement. Le processus consistant à retirer les tissus nécrosés pour prévenir les infections. C'était pire que tout. C'était comme être écorché vif. Pendant les premiers jours, Sophie a été mon ange gardien. Elle ne quittait pas mon chevet. Étant infirmière dans cet hôpital, elle avait obtenu une permission spéciale pour s'occuper de moi personnellement. Elle me parlait doucement, me tenait la main pendant les soins les plus atroces, me lisait des livres pour me distraire de la douleur. Ça va aller? Mon amour, me répétait-elle sans cesse.
Il faut être courageux. Pense à notre avenir. On reconstruira tout. Encore plus grand. Encore plus beau. Je m'accrochais à ses paroles comme à une bouée de sauvetage. Sa présence était la seule chose qui me permettait de supporter l'insupportable. Vincent venait aussi me voir tous les jours. Il avait l'air dévasté. C'est de ma faute, disait-il. Le visage entre les mains. J'aurais dû vérifier cette conduite de gaz. Je suis impardonnable. Ce n'est la faute de personne? Vincent. Je tentais de le rassurer. C'est un accident. L'important, c'est que tout le monde s'en soit sorti. Il m'informait des démarches avec l'assurance. De la complexité des expertises. Le restaurant était entièrement détruit. Il n'en restait qu'un tas de cendres et de décombres. Mon rêve était parti en fumée. Mais avec Sophie et Vincent à mes côtés, j'avais l'impression que tout était possible. Nous étions une équipe. Nous allions surmonter cette épreuve. Puis, au 4e jour, quelque chose a changé. Ce matin-là, quand je me suis réveillée de mon sommeil agité, Sophie n'était pas là. Son fauteuil était vide. C'était la première fois. D'habitude, elle était déjà là pour m'aider avec ma toilette et me donner mes médicaments. J'ai appelé une infirmière. Vous avez vu ma femme? Sophie Dubois? L'infirmière a semblé gênée. Elle a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle avait une urgence familiale et qu'elle ne pourrait pas venir pendant quelques jours. Une urgence familiale? Sophie ne m'en avait pas parlé. C'était étrange. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. J'ai envoyé un message, Sophie. Tout va bien? Je m'inquiète. Rappelle-moi. Le message est resté sans réponse. Non lu. J'ai ensuite essayé d'appeler Vincent. Son téléphone était également éteint. Une boule d'angoisse a commencé à se former dans mon estomac. C'était sûrement une coïncidence. Peut-être que le père de Sophie, qui avait des problèmes cardiaques, avait eu une nouvelle crise. Et peut-être que Vincent était avec elle pour la soutenir. C'était la seule explication logique. Mais la journée a passé, et je n'ai eu aucune nouvelle. Ni de Sophie, ni de Vincent. La solitude de la chambre d'hôpital est devenue pesante. Le bip de la machine, qui m'avait semblé rassurant, était maintenant un compte à rebours angoissant. La douleur physique était toujours là. Mais une autre douleur? Plus sourde, plus profonde, commençait à naître. La douleur du doute. Le lendemain, toujours rien. Leur téléphone était toujours éteint. Mes messages restaient sans réponse. J'étais de plus en plus inquiet. Je me sentais abandonné, impuissant, cloué sur ce lit de souffrance. Les infirmières essayaient de me rassurer. Mais je voyais bien dans leurs yeux qu'elles trouvaient la situation étrange. C'est mon voisin de chambre, un vieux monsieur du nom de Monsieur Dubois, qui a involontairement mis fin à mon supplice. C'était un ancien marin, un vrai Marseillais, le cœur sur la main. Il est entré dans ma chambre en boitillant, son smartphone à la main. Et jeune homme, regardez-moi ça, dit-il avec un grand sourire. C'est ma petite fille. Elle est en vacances en Corse. Ça donne envie. Non. Il m'a tendu le téléphone. Je regardais distraitement l'écran, pour lui faire plaisir. Il y avait des photos de plages magnifiques, de montagnes escarpées. Et puis, mon cœur a cessé de battre. Sur l'une des photos, une femme riait aux éclats, la tête appuyée sur l'épaule d'un homme. L'homme la tenait par la taille,
Son visage rayonnant de bonheur. L'eau turquoise de la plage de Palombagia leur servait de décor idyllique. C'était Sophie. Et l'homme? C'était Vincent. Le monde a basculé. Le bip de la machine est devenu assourdissant. L'air m'a manqué. Comme si j'inhalais de nouveau de la fumée. J'ai fixé la photo. Incapable de comprendre. Ils étaient en Corse. Ensemble. Ils avaient l'air d'un couple d'amoureux en lune de miel. Quand cette photo a-t-elle été prise? Ai-je demandé d'une voix blanche. Oh. Elle l'a postée hier? Répondit le vieil homme, ignorant le drame qui se jouait en moi. Mais la date indique qu'elle a été prise avant-hier. Avant-hier. Le jour où Sophie avait prétendu avoir une urgence familiale. Le jour où j'étais en soins intensifs. Luttant pour ma vie. La nausée est montée. Violente. Une bile amère m'a brûlé la gorge. La trahison. C'était donc ça. Ce n'était pas une simple amitié. C'était un mensonge. Une trahison sordide. Calculée. Cruelle. Il y en a d'autres? Ai-je réussi à articuler? Monsieur Dubois, sentant soudain mon trouble, a fait défiler les photos avec hésitation. Il y en avait d'autres. Sophie et Vincent se tenant la main sur un sentier de randonnée. Sophie et Vincent partageant une glace sur le port de Bonifacio. Sophie et Vincent s'embrassant au bord d'une piscine d'hôtel. Chaque photo était un coup de poignard dans mon cœur déjà meurtri. Jeune homme. Je suis désolé. Je ne savais pas. C'est bien votre femme. N'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Il a posé une main compatissante sur mon épaule avant de se retirer discrètement. Seul dans ma chambre. J'ai regardé le plafond blanc. Un abîme venait de s'ouvrir sous mes pieds. Depuis quand? Depuis combien de temps me mentait-il? Depuis combien de temps jouait-il cette comédie? La douleur de mes brûlures n'était plus rien comparée à celle qui me déchirait l'âme. La douleur physique, on peut l'atténuer avec de la morphine. Mais la douleur de la trahison? Aucun médicament ne peut la calmer. C'était une brûlure interne? Une brûlure qui consumait tout? L'amour. La confiance. L'espoir. J'ai compris pourquoi Vincent se sentait si coupable. Ce n'était pas à cause de l'incendie. C'était à cause de ça. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque bip de la machine me rappelait le battement de mon cœur trahi. Je me suis repassé en boucle les derniers mois. Les regards qu'ils échangeaient. Les heures supplémentaires de Sophie. Les réunions tardives de Vincent. Tous les petits détails qui m'avaient semblé insignifiants prenaient soudain un sens terrible. J'avais été un idiot. Un mari aveugle et un ami crédule. Le lendemain, Sophie est revenue. Elle avait l'air bronzée, reposée. Elle portait des lunettes de soleil et un maquillage impeccable. Comme si elle revenait de vacances. Et non d'une urgence familiale. Elle est entrée dans la chambre. Son sourire s'est figé en voyant mon expression. Jean-Luc. A-t-elle commencé? D'une voix qui se voulait douce. Où étais-tu? Ai-je demandé froidement. Ma voix était méconnaissable. Dure comme la pierre. Elle a semblé surprise par mon ton. Je te l'ai dit. J'avais un problème de famille. Mon père. Ne me ment plus. Sophie. J'ai tout vu. Les photos. La Corse. Toi et Vincent. Son visage s'est décomposé. La surprise a laissé place à de la gêne. Puis à une froide détermination. Le masque de l'épouse aimante est tombé, révélant un visage que je ne connaissais pas. Très bien. A-t-elle dit.
en enlevant ses lunettes de soleil. Ses yeux n'exprimaient aucun regret. Puisque tu sais, ça rend les choses plus faciles. Plus faciles? Ai-je répété. Incrédule. Je veux divorcer? Jean-Luc. Les mots étaient comme des éclats de verre. Je les attendais, mais les entendre de sa bouche a été un choc violent. Nous en sommes arrivés là. C'est fini entre nous. Sa voix était clinique, détachée, comme si elle annonçait un diagnostic à un patient. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Grand, élégant, la quarantaine, vêtu d'une blouse blanche impeccable. Je l'ai reconnu. C'était le docteur Philippe Martin, un chirurgien orthopédique réputé de l'hôpital. Il a posé une main possessive sur l'épaule de Sophie. Sophie. Tu prends trop de temps? A-t-il dit d'un ton impatient, avant de se tourner vers moi. Bonjour. Monsieur Moreau. Je suis Philippe Martin. Il me parlait comme si nous nous rencontrions dans un cocktail. Et non au-dessus des ruines de mon mariage. C'est lui. Ai-je demandé à Sophie? Ma voix tremblante de rage. Ce n'était même pas Vincent? Ou c'était les deux en même temps? Sophie a eu un geste d'agacement. Ne sois pas ridicule. Philippe est l'homme que j'aime. L'homme qu'elle aime. L'ironie était cruelle. Elle prononçait ces mots dans la chambre d'hôpital où son mari était couvert de brûlures. Des brûlures qu'il avait subies en essayant de sauver une vie. On ne choisit pas ses sentiments. Monsieur Moreau. A ajouté le docteur Martin avec une arrogance insupportable. Quand on trouve le véritable amour, on ne peut pas le laisser passer. Le véritable amour? Ai-je crié? La douleur et la colère faisant éclater ma voix. C'est ça. Le véritable amour? Partir en voyage avec votre amant pendant que votre mari est entre la vie et la mort? N'exagère pas. A rétorqué Sophie. Son ton devenant glacial. Tu n'es pas mort. Et pour être honnête, notre relation battait de l'aile depuis longtemps. Tu étais trop absorbé par ton petit restaurant. Tes petits rêves. Je veux plus que ça. Je veux une vraie vie. Une vraie vie. Une vie de luxe. Que ce médecin pouvait lui offrir. C'était donc ça. Mon amour. Ma dévotion. Notre histoire. Tout ça ne valait rien face à un portefeuille bien garni. J'ai sombré dans mon oreiller. Vaincu. La force de me battre m'avait quitté. Je n'avais plus rien. Mon restaurant était en cendres. Mon corps était une ruine. Et mon cœur venait d'être arraché de ma poitrine. Très bien. Ai-je murmuré. Divorçons. Mais tu n'auras rien. Je demanderai des dommages et intérêts pour adultère. Sophie et le docteur Martin ont échangé un regard amusé. Des dommages et intérêts? A ricané Sophie. Avec quel argent? Tu n'as plus rien? Jean-Luc. Tu es endetté jusqu'au cou. Ton restaurant a brûlé. Tu n'es qu'une épave. Chaque mot était un clou de plus sur mon cercueil. Elle avait raison. J'étais ruiné. Je n'avais même pas de quoi payer les frais d'avocat. Nous nous verrons au tribunal. Ai-je dit. Les dents serrées. C'était la seule chose qu'il me restait, une fierté misérable. Ils sont partis. Me laissant seul avec le bip régulier de la machine. Le silence de la chambre et le vacarme de ma vie qui s'effondrait. À cet instant, j'ai compris que les flammes n'avaient pas seulement détruit mon restaurant. Elles avaient consumé toute ma vie. Ne laissant derrière elles que des cendres froides et le goût amer de la trahison. Ma sortie de l'hôpital ne fut pas une libération, mais un passage d'une prison à une autre.
La première était blanche, stérile et embaumait l'antiseptique. La seconde était le monde extérieur. Un miroir impitoyable qui me renvoyait l'image d'un étranger. Ma mère, Hélène, était venue me chercher. Son visage, d'habitude si fort, était marqué par une inquiétude qu'elle tentait maladroitement de dissimuler derrière un sourire forcé. Le trajet en voiture jusqu'à sa maison de campagne fut silencieux. Je regardais Marseille défiler par la fenêtre. Cette ville que j'avais tant aimée. Et je me sentais comme un fantôme la traversant. En passant devant une vitrine, j'ai aperçu mon reflet. J'ai eu un mouvement de recul. L'homme qui me fixait n'était pas moi. C'était une créature au visage parcheminé. La peau du cou et des mains tendues, rosâtre et brillante par endroits. Des cicatrices. Elles étaient ma nouvelle identité. L'œuvre de Sophie et Vincent était achevée. Ils n'avaient pas seulement brûlé mon restaurant. Ils avaient effacé mon visage. Volé mon passé. La maison de ma mère, nichée dans les collines derrière Aubagne, était un havre de paix. Une vieille bastide en pierre entourée d'oliviers et de lavandes. Le chant des cigales était la seule musique. C'est là que j'avais grandi. Chaque objet, chaque odeur me rappelait une enfance heureuse. Mais ces souvenirs me faisaient mal. C'était la vie d'un autre garçon. Un garçon insouciant qui n'existait plus. Les premières semaines, je ne suis presque pas sortie de ma chambre. Je dormais, ou je fixais le plafond, perdu dans un brouillard de douleur et de ressentiment. J'avais perdu le goût de tout, y compris de la nourriture. Ma mère me préparait mes plats préférés, un tian de légumes confits, une daube provençale qui avait mijoté pendant des heures, des petits farcis. Je mangeais à peine, juste pour ne pas la peiner davantage. Elle ne me posait pas de questions. Elle ne me forçait pas à parler. Elle était juste là. Sa présence était un baume silencieux sur mes plaies ouvertes. Parfois, elle s'asseyait sur le bord de mon lit et me lisait le journal à voix haute. Comme quand j'étais enfant et malade. Son amour était simple, patient, inconditionnel. C'était la seule chose authentique qu'il me restait. Un jour, alors que je m'étais aventurée dans la cuisine, attirée par l'odeur du pain qui cuisait, elle m'a regardé droit dans les yeux. Ça suffit maintenant, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Je ne vais pas te regarder mourir à petit feu. La vie t'a pris beaucoup de choses, Jean-Luc. Mais elle ne t'a pas pris ce que tu as dans les mains et dans le cœur. Je n'ai rien répondu. Que pouvais-je dire? Demain, a-t-elle poursuivi. Tu te lèves et tu viens en cuisine avec moi. On va faire une soupe au pistou. Comme Mémé nous l'a appris. Le lendemain, à contre-cœur, je l'ai rejointe. Mes mains étaient raides. Ma peau tiraillait à chaque mouvement. C'était difficile. Mais peu à peu, les gestes me sont revenus. Écosser les haricots. Couper les légumes en petits dés. Piler l'ail et le basilic dans le mortier. L'odeur fraîche du pistou a empli la cuisine. C'était l'odeur de mon enfance. L'odeur des étés heureux. Ce jour-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai mangé avec appétit. Une petite flamme, minuscule et fragile, s'était rallumée en moi. Nous avons continué comme ça pendant des semaines. Chaque jour, un nouveau plat. Une nouvelle recette tirée des vieux cahiers de ma grand-mère. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous cuisinions. C'était notre thérapie. C'était notre façon de communiquer. Dans le silence de la cuisine, au rythme des couteaux sur la planche à découper, je commençais lentement à guérir. Un soir,
Ma mère regardait une émission à la télévision. Une jeune femme expliquait comment elle partageait ses recettes sur Internet. Sur un site appelé YouTube. Elle filmait ses plats avec son téléphone et des milliers de personnes la regardaient. Ma mère s'est tournée vers moi. Les yeux brillants d'une idée soudaine. Et si on faisait ça? Nous aussi? J'ai éclaté de rire. Un rire amer. Sans joie. Maman. Regarde-moi. Qui voudrait voir un monstre cuisiner? Et puis. C'est pour les jeunes. Ces choses-là. Ne dis pas de bêtises. A-t-elle répliqué. Sans se laisser démonter. Ce que nous faisons ici. Dans cette cuisine. C'est précieux. C'est notre héritage. Ces recettes. Elles vont se perdre si personne ne les transmet. Les gens ne savent plus cuisiner. Ils achètent des plats tout prêts. Sans âme. Ce qu'on pourrait leur montrer. C'est de l'authenticité. C'est de l'amour. J'ai secoué la tête. L'idée de m'exposer au regard des autres. À leur jugement. À leur pitié. Était terrifiante. Mais ma mère était têtue. Le lendemain. Elle est revenue du marché avec une petite caméra d'occasion. J'ai demandé au vendeur de m'expliquer. Ce n'est pas si compliqué. Allez. On essaie. Juste une fois. Pour voir. Pour lui faire plaisir. J'ai accepté. J'ai installé la caméra sur un trépied chancelant. J'ai fait de mon mieux pour rester hors du champ. Filmant uniquement ses mains expertes. Nous avons créé une chaîne. Sans trop y croire. Que nous avons baptisée la cuisine de Maman Hélène. Notre première vidéo était consacrée à la daube provençale. Ma mère. Un peu intimidée par l'objectif. Expliquait chaque étape avec ses mots simples. Ses expressions marseillaises. Alors. Pour la daube. Il faut pas être pressé. C'est comme l'amour. Ça demande du temps. Disait-elle en faisant dorer la viande dans une vieille cocotte en fonte. Le son était mauvais. L'image tremblait un peu. Mais il y avait quelque chose de vrai. De profondément touchant. Dans sa façon de parler de la cuisine. Nous avons mis la vidéo en ligne. Pendant une semaine. Il ne s'est rien passé. 50 vues. Probablement la famille et quelques amis de ma mère. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Ai-je dit. À la fois déçue et soulagée. Et alors? A-t-elle répondu en haussant les épaules. On ne fait pas ça pour les vues. On le fait pour nous. Pour se souvenir. Allez. Aujourd'hui. On fait les pieds paquets. Nous avons continué. Une vidéo par semaine. La pie saladière. L'aïoli. La tarte tropézienne. Je restais derrière la caméra. La voix off qui posait parfois des questions. C'était notre petit rituel. Et je devais admettre que cela me faisait du bien. Cela me forçait à me concentrer. À penser à autre chose qu'à ma colère et à ma douleur. Puis. Au bout d'un mois. Un premier commentaire est apparu sous la vidéo de la soupe au pistou. Il venait d'une femme de Lille. Bonjour Madame Hélène. Je suis tombée sur votre vidéo par hasard. Votre façon de cuisiner m'a rappelé ma grand-mère. C'était si simple. Si authentique. J'ai essayé votre recette ce week-end. Et toute ma famille s'est régalée. J'avais les larmes aux yeux. Merci de partager ce trésor. Continuez. S'il vous plaît. J'ai lu ce commentaire à ma mère. Elle a rougi de plaisir. Ce simple message a eu l'effet d'un électrochoc. Quelqu'un, à l'autre bout de la France, avait été touché par ce que nous faisions.
Nous n'étions plus seuls dans notre cuisine. D'autres commentaires ont suivi. Lents au début, puis de plus en plus nombreux. Les gens ne complimentaient pas seulement les recettes. Ils étaient touchés par l'atmosphère, par la relation entre ma mère et moi, qu'ils devinaient à travers ma voix. La voix de votre fils est si douce. On sent tout l'amour qu'il y a entre vous. Enfin une vraie chaîne de cuisine, sans chichi, sans effets spéciaux. Juste la vérité du produit. Au bout de 3 mois, nous avions 1000 abonnés. C'était incroyable. Chaque commentaire était une petite victoire. Une dose de confiance en moi que je n'espérais plus. Les gens posaient des questions, demandaient des conseils. Je leur répondais par écrit, avec soin. Une petite communauté commençait à se former autour de la cuisine de maman Hélène. Un jour, ma mère a eu une nouvelle idée. Jean-Luc, pour la prochaine vidéo, c'est toi qui cuisines. Je vais te filmer. La panique m'a envahi. Maman. Non. Je ne peux pas. Mon visage. Mes mains. Tes mains savent encore cuisiner? Non. Ton visage a des cicatrices? Et alors? Elle raconte une histoire. L'histoire d'un homme courageux. Si les gens ne sont pas capables de voir ça, c'est leur problème. Pas le tien. J'ai hésité. C'était une étape immense à franchir. Mais en lisant les dizaines de messages bienveillants que nous recevions chaque jour, je me suis dit que, peut-être, elle avait raison. Peut-être que les gens verraient au-delà des cicatrices. J'ai choisi de préparer la bouillabaisse. Mon plat signature. Le plat qui symbolisait mon ancienne vie. Mon restaurant détruit. Le préparer à nouveau? C'était comme affronter mes démons. Ce jour-là, pour la première fois, je suis passé devant la caméra. J'étais terriblement nerveux. J'ai évité de regarder l'objectif. J'ai commencé à préparer les poissons, à monter la rouille. Ma mère me filmait en silence. Au début, ma voix tremblait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va préparer une bouillabaisse. Puis, en touchant les produits, en sentant les parfums qui se dégageaient, quelque chose s'est débloqué. La passion est revenue, intacte, plus forte que jamais. J'ai oublié la caméra. J'ai oublié mes cicatrices. J'ai parlé du choix du poisson, de l'importance du safran, du secret d'un bon bouillon. Ce n'était plus l'homme brisé qui parlait. C'était le chef. Le cuisinier. Le vrai moi. À la fin de la vidéo, avant de goûter le plat, j'ai levé les yeux vers la caméra. J'ai regardé l'objectif droit dans les yeux. Beaucoup d'entre vous connaissent un peu mon histoire? Ai-je dit? Ma voix s'affermissant. J'ai tout perdu dans un incendie. Mon restaurant. Mon visage. Ma vie d'avant. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais cuisiner. Mais la cuisine, ce n'est pas qu'une question de technique. C'est une question de cœur. Et mon cœur, même s'il est abîmé, il bat encore. Ce plat, pour moi, c'est le goût de la résurrection. Nous avons mis la vidéo en ligne. J'avais peur de la réaction des gens. J'ai éteint l'ordinateur, n'osant pas regarder. C'est ma mère qui est venue me trouver le lendemain matin, les larmes aux yeux. Jean-Luc, viens voir. La vidéo avait explosé. Des dizaines de milliers de vues en une nuit. Mais ce n'étaient pas les chiffres qui étaient importants. C'étaient les commentaires. Des centaines de messages.
Jean-Luc. Vous êtes un exemple de courage. Votre histoire est bouleversante. Et votre bouillabaisse a l'air divine. Vos cicatrices ne sont pas laides. Elles sont la preuve de votre force. Vous êtes beau. Merci pour cette leçon de vie. Vous m'avez donné envie de me battre pour mes propres rêves. Je lisais ces mots. Et pour la première fois depuis l'accident, je ne pleurais pas de tristesse, mais d'émotion. Ces inconnus, à travers un écran, me redonnaient la dignité que Sophie et Vincent m'avaient arrachée. Ils me voyaient. Pas le monstre. Pas la victime. Ils voyaient Jean-Luc. Ce jour-là, quelque chose a changé pour toujours. J'ai compris que ma vie d'avant était peut-être en cendres, mais que sur ces cendres, quelque chose de nouveau, de plus fort peut-être, pouvait commencer à pousser. La cuisine m'avait sauvé une fois en me donnant un rêve. Elle venait de me sauver une seconde fois en me redonnant l'espoir. Notre chaîne YouTube est devenue un phénomène. En l'espace de 6 mois, la cuisine de maman Hélène a dépassé les 100 000 abonnés. Les médias locaux ont commencé à parler de nous, le chef marseillais renaît de ses cendres grâce aux recettes de sa mère. J'ai même fait l'objet d'un petit reportage sur France 3 Provence-Alpes. C'était surréaliste. Chaque vidéo que nous postions atteignait des centaines de milliers de vues. Les gens n'étaient pas seulement intéressés par les recettes. Ils étaient captivés par notre histoire, par l'authenticité de notre démarche. Mes cicatrices, qui avaient été ma plus grande source de honte, étaient devenues une sorte de symbole. Dans les commentaires, les gens parlaient de leur propre incendie, de leurs propres blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Notre petite cuisine de campagne était devenue un lieu de partage et de guérison inattendu. L'argent a commencé à arriver, modestement au début, grâce aux publicités sur YouTube. C'était la première fois que je gagnais de l'argent depuis l'accident. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était une fortune. C'était la preuve que je pouvais encore subvenir à mes besoins, que je n'étais plus un fardeau pour ma mère. Un matin, alors que je triais les centaines de messages que nous recevions chaque jour, un email a attiré mon attention. L'objet était « Proposition de collaboration professionnelle ». Il était signé « Chloé Bernard », styliste culinaire et consultante marketing. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Le message était concis et professionnel. Cher Monsieur Moreau, je suis votre chaîne YouTube depuis plusieurs semaines et je suis profondément impressionné par la qualité de votre travail et l'émotion qui s'en dégage. Je vois en vous et votre mère bien plus que de simples créateurs de contenu. Je vois une marque, une histoire puissante qui ne demande qu'à être développée. J'ai une idée précise en tête et j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Seriez-vous disponible pour un appel ou une rencontre? Je suis basé à Paris, mais je peux me déplacer à Marseille sans problème. Cordialement, Chloé Bernard. J'étais sceptique. Le mot « marque » me faisait un peu peur. Nous ne faisions pas ça pour le marketing. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai montré l'email à ma mère. Paris. 1. A-t-elle dit en souriant. C'est peut-être le signe qu'il est temps pour toi de quitter le nid. Appelle-la. Mon fils. Tu n'as rien à perdre. J'ai donc organisé un appel vidéo avec cette Chloé Bernard. Quand son visage est apparu sur l'écran de mon ordinateur, j'ai été surpris. Je m'attendais à une femme d'affaires stricte et plus âgée. Mais Chloé avait à peine 25 ans. Elle avait des cheveux bruns coupés au carré, de grands yeux vifs et un sourire pétillant d'intelligence et d'énergie. Elle est allée droit au but. Jean-Luc, votre concept est génial, mais il est sous-exploité. Les gens adorent vos recettes,
Mais la plupart n'ont pas le temps ou le courage de les réaliser de A à Z. Et si on leur apportait la cuisine de maman Hélène directement chez eux? Comment ça? Ai-je demandé, intrigué. En créant des kits repas. Des boîtes contenant tous les ingrédients frais, prédosés, prédécoupés, avec la fiche recette de votre mère. Le client reçoit la boîte chez lui et n'a plus qu'à suivre les étapes. En moins de 30 minutes, il peut déguster une authentique daube provençale ou une bouillabaisse maison. C'est le meilleur des deux mondes, la facilité du pré-accent grave manger et la fierté du fait maison. L'idée était brillante. Simple, mais brillante. Elle répondait à un besoin réel. Elle permettait de monétiser notre succès d'une manière qui restait fidèle à notre esprit, partager la bonne cuisine. C'est une excellente idée, ai-je admis. Mais ça demande un investissement énorme. Un atelier, du matériel, un système de livraison. Je n'ai rien de tout ça. C'est là que j'interviens, a-t-elle répondu avec assurance. J'ai quitté mon poste dans une grande agence de publicité il y a 6 mois pour monter ma propre structure. J'ai des contacts, des investisseurs qui croient en ce type de projet. J'ai même déjà préparé un business plan. Si vous êtes d'accord pour vous associer avec moi, je peux lever les fonds nécessaires pour démarrer. Elle m'a envoyé le business plan par email. C'était un document de 30 pages, incroyablement détaillé, professionnel, visionnaire. Elle avait pensé à tout. De la chaîne du froid pour les livraisons au design des emballages. Elle avait même trouvé un nom pour notre entreprise, chez nous. J'étais à la fois excitée et terrifiée. Cela signifiait quitter la sécurité du cocon de ma mère. Cela signifiait monter à Paris, une ville que je connaissais à peine. Cela signifiait me lancer à nouveau dans le monde des affaires. Un monde qui m'avait déjà trahi une fois. J'en ai parlé longuement avec ma mère. C'est ta décision, Jean-Luc, m'a-t-elle dit. Sa voix remplie d'une fierté émue. Mais je crois que cette jeune femme a raison. Ton histoire ne doit pas s'arrêter dans ma cuisine. C'est une chance formidable. Ne laisse pas la peur décider pour toi. Une semaine plus tard, j'ai pris le train pour Paris. C'était la première fois que je quittais la Provence depuis l'accident. En arrivant à la gare de Lyon, le bruit, la foule, l'immensité de la ville m'ont submergé. J'ai eu un moment de panique. Qu'est-ce que je faisais là? Chloé m'attendait sur le quai. En personne, elle était encore plus dynamique. Elle m'a serré la main fermement. Bienvenue à Paris, Jean-Luc. Prêt à commencer une nouvelle vie? Son énergie était contagieuse. Elle m'a fait visiter le petit atelier qu'elle avait déjà loué dans le 11e arrondissement. Un ancien local de boulangerie. C'était vide et poussiéreux. Mais dans ses yeux, je voyais déjà une cuisine professionnelle, une zone d'emballage, des bureaux. Elle m'a présenté à son investisseur. Un homme d'affaires qui a été immédiatement séduit par mon histoire et par le potentiel du projet. En moins d'1 mois, les choses se sont mises en place à une vitesse vertigineuse. Nous avons créé la société chez nous. Chloé s'occupait de toute la partie commerciale, marketing et logistique. Mon rôle était de superviser la cuisine, de standardiser les recettes de ma mère pour les kits, de garantir la qualité des produits. J'ai fait venir ma mère à Paris pendant quelques semaines pour qu'elle forme notre première petite équipe de cuisiniers. Les débuts ont été intenses. Nous travaillions 16 heures par jour. Je dormais sur un matelas dans un coin de l'atelier. C'était épuisant, mais c'était une fatigue saine. Une fatigue remplie de but et d'excitation. Chloé était une partenaire de travail incroyable. Elle était brillante. Organisée.
Et elle avait une capacité de travail phénoménale. Mais plus que cela, elle était bienveillante. Elle ne m'a jamais regardée avec pitié. Elle voyait en moi le chef, l'entrepreneur, et non la victime. Nous avons lancé notre premier produit, le kit d'aube provençale de Maman Hélène. Nous avons utilisé notre chaîne YouTube pour faire la promotion. La première semaine, nous espérions vendre une centaine de kits. Nous en avons vendu plus de 1000. Nous avons été complètement débordés. Chloé. Ma mère et moi avons passé 2 nuits blanches à préparer les boîtes, à coller les étiquettes. Les retours des premiers clients étaient dithyrambiques. Incroyable. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui a cuisiné pour moi. Qualité des produits irréprochables. Recette facile à suivre. Je suis fan. Enfin un concept intelligent qui nous réconcilie avec la cuisine. Le succès a été immédiat et fulgurant. En 3 mois, nous avons dû embaucher 10 personnes. En 6 mois, nous avons dû déménager dans un entrepôt plus grand en banlieue parisienne. Chez nous est devenu le nouveau phénomène de la food tech parisienne. Les articles de presse ont commencé à affluer. Au milieu de ce tourbillon, une nouvelle relation se nouait entre Chloé et moi. Nos longues journées de travail se prolongeaient souvent par des dîners improvisés dans l'atelier, où nous refaisions le monde autour d'un plat de pâtes. Je découvrais une femme passionnée, drôle, incroyablement cultivée. Elle découvrait l'homme derrière les cicatrices. Un soir, alors que nous étions épuisés après une journée particulièrement difficile, elle a posé sa main sur la mienne, sur les cicatrices brillantes de ma peau. Je me suis raidie. Par réflexe. Elles ne me font pas peur. Tu sais, a-t-elle dit doucement. Elles font partie de toi. Elles prouvent que tu as survécu. Son regard était rempli de tendresse et d'admiration, sans une once de pitié. À ce moment-là, j'ai senti une fissure dans l'armure de glace que j'avais construite autour de mon cœur. Pour la première fois depuis Sophie, je me suis autorisée à ressentir quelque chose pour quelqu'un. Notre relation a évolué naturellement, sans que nous ayons besoin de mettre des mots dessus. C'était une évidence. Nous étions partenaires en affaires, mais nous étions en train de devenir partenaires de vie. Avec elle, je réapprenais à faire confiance. Je réapprenais à sourire. Je réapprenais à vivre. 1 an après mon arrivée à Paris, chez nous réalisait un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. J'avais un bel appartement avec vue sur la Seine. Je m'étais réconciliée avec mon reflet dans le miroir. J'étais amoureux d'une femme formidable. Ma vie était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est à ce moment-là, alors que j'étais au sommet de ma nouvelle vie, que les fantômes de mon passé ont décidé de refaire surface. Un après-midi, Chloé est entrée dans mon bureau. Le visage sombre, en tenant son téléphone. Jean-Luc, il faut que tu vois ça. Elle m'a montré une publication sur Instagram. Un nouveau restaurant venait d'ouvrir dans un quartier chic de Paris. Un restaurant de luxe, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne. Son nom était Le Goût de la Mer, l'original. Et les propriétaires, qui posaient fièrement sur la photo d'inauguration, n'étaient autres que Sophie et Vincent. Voir leur visage souriant sur l'écran du téléphone a été comme un coup de poing dans l'estomac. Le temps s'est arrêté. Sophie était resplendissante dans une robe de créateur, accrochée au bras de Vincent, qui portait un costume cher et affichait un air suffisant. Derrière eux, le logo de leur restaurant, écrit dans une police élégante, était une insulte directe à ma mémoire, Le Goût de la Mer, l'original. Mon nom. Mon héritage. Volé. Une fois de plus.
J'ai cliqué sur le profil du restaurant. Chaque photo était une provocation. Ils avaient recréé l'ambiance de mon petit restaurant marseillais, mais en version luxueuse, aseptisée. Les nappes à carreaux bleus avaient été remplacées par du lin blanc immaculé. Les murs en pierre brute par du marbre. Et le menu. C'était mon menu. Ma bouillabaisse. Mes supions frits. Ma daube. Mes créations. Mes recettes familiales. Présentées comme les leurs. Le pire était la section Notre histoire. Dans une interview vidéo, Sophie et Vincent racontaient avec une assurance effrayante comment ils avaient créé de toutes pièces ce concept unique à Marseille. Comment ils avaient rêvé ensemble de ce restaurant depuis leurs études. Ils me mentionnaient à peine, me reléguant au rôle d'un jeune cuisinier qu'ils avaient pris sous leur aile. Un simple employé qui avait malheureusement dû partir après un petit incident. Un petit incident. Mon corps brûlé. Ma vie détruite. N'était qu'un petit incident. La rage a monté en moi. Brûlante et violente. C'était une chose de m'avoir trahi. Abandonné. C'en était une autre de piétiner ma mémoire? De réécrire l'histoire et de me voler mon identité de chef. Ces enfoirés. A sifflé Chloé à côté de moi. Sa voix tremblante de colère. Comment ose-t-il? C'est de la diffamation. C'est du vol de propriété intellectuelle. On va les attaquer en justice. Jean-Luc. On va les détruire. Mon premier réflexe a été d'être d'accord avec elle. Je voulais les traîner devant les tribunaux. Je voulais exposer leurs mensonges au grand jour. Je voulais les voir payer pour leur cruauté. Mais alors que la colère initiale commençait à retomber, une autre pensée, plus froide, plus calculée, a pris forme dans mon esprit. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Un long et coûteux procès? Des mois? Peut-être des années? À ressasser le passé? À me replonger dans la boue de leur trahison? Non. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Je ne voulais pas que ma vie soit à nouveau dictée par leurs actions. Non. Chloé. Ai-je dit calmement. À ma propre surprise. On ne va pas faire ça. Elle m'a regardé. Incrédule. Mais. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Les attaquer en justice. C'est se mettre à leur niveau. C'est leur donner de l'importance. Ils ne sont rien. Des imitateurs. Des voleurs. Et il y a une bien meilleure façon de le prouver. Un plan commençait à se dessiner dans mon esprit. Un plan audacieux? Risqué. Mais qui serait? S'il réussissait? La plus douce des revanches. On ne va pas les combattre avec des avocats. Ai-je continué? Un sourire glacial se dessinant sur mes lèvres. On va les combattre avec ce qu'ils n'ont pas, le talent. L'authenticité. On va les combattre avec de la cuisine. Leur restaurant était situé rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement. Un quartier rempli de galeries d'art et de boutiques de luxe. La clientèle qu'ils visaient était riche. Habituée au meilleur. Ils vendaient une image, une illusion de cuisine provençale. J'allais leur servir la réalité. J'ai passé les jours suivants à mettre mon plan en action. J'ai demandé à nos équipes de chez nous de trouver un local disponible à la location dans la même rue. Par chance, une petite boutique, juste en face de leur restaurant, venait de fermer. C'était un emplacement parfait. Je l'ai loué pour un mois. Pendant que les ouvriers aménageaient l'espace à une vitesse record, j'ai appelé ma mère. Maman, j'ai besoin de toi à Paris. J'ai une petite guerre à gagner. Elle n'a pas posé de questions. Elle a simplement dit, j'arrive. Notre plan était simple.
Nous allions ouvrir un restaurant éphémère. Un pop-up. Pour une durée d'1 mois seulement. Son nom, la cuisine de Maman Hélène. Pas de marbre. Pas de serveur en smoking. Juste des murs bruts. Des tables en bois brut. Des chaises dépareillées. Une cuisine ouverte où les gens pourraient nous voir. Ma mère et moi. Cuisiner ensemble. Le menu serait unique et simple, chaque jour. Un seul plat emblématique de la Provence. Celui que nous présentions sur notre chaîne YouTube. Le tout. Vendu à un prix raisonnable. Nous avons orchestré le lancement comme une opération militaire. Chloé a utilisé son génie du marketing pour créer le buzz. Une semaine avant l'ouverture, des publications mystérieuses sont apparues sur les réseaux sociaux. La vraie saveur de la Provence arrive à Paris. Pour 1 mois seulement. Pas de nom. Pas d'adresse. Juste une date. La veille de l'ouverture, nous avons révélé l'emplacement. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans la communauté food parisienne. Nos millions d'abonnés sur YouTube et les réseaux sociaux ont compris. Le combat des chefs était annoncé. Le jour de l'ouverture, je n'avais pas dormi de la nuit. Le trac me tordait les entrailles. Et si personne ne venait? Et si les gens préféraient le luxe et le confort du restaurant d'en face? Ma mère a posé sa main ridée sur la mienne. N'aie pas peur. Mon fils. La vérité a toujours meilleur goût. Nous avons ouvert les portes à midi. Pour le premier jour, nous avions préparé un aioli monstre. Avec des légumes frais du marché, de la morue parfaitement cuite et cette fameuse mayonnaise à l'ail, si puissante et parfumée. Au début, quelques curieux se sont approchés. Puis 10. Puis 20. À 12h30, une file d'attente s'était formée. Elle serpentait le long de la rue. Des journalistes, des blogueurs culinaires, des fans de notre chaîne YouTube, mais aussi des habitants du quartier, intrigués par l'agitation. De l'autre côté de la rue, je pouvais voir Vincent, debout sur le pas de sa porte, regardant la scène, le visage blême. Sophie était derrière lui. À travers la vitre, son expression passant de l'arrogance à l'inquiétude. Le service a été un chaos joyeux. Ma mère et moi cuisinions côte à côte, comme à la maison. L'odeur de l'ail et de l'huile d'olive flottait dans la rue. Les clients mangeaient sur de simples assiettes en carton. Certains debout sur le trottoir. Mais ils avaient tous un sourire extatique sur le visage. C'est ça. Le vrai goût de la Provence. S'est exclamé un critique gastronomique réputé. En filmant pour son compte Instagram. Pas de chichi. Juste le produit. Le goût. L'émotion. C'est un triomphe. À 14h, nous étions en rupture de stock. Nous avions servi plus de 300 personnes. J'ai regardé le restaurant d'en face. Il était presque vide. Quelques touristes mal informés. Perdus dans la grande salle silencieuse. Le scénario s'est répété chaque jour. Le lendemain, pour la soupe au pistou. Le surlendemain, pour les pieds paquets. Chaque jour, notre file d'attente s'allongeait. Chaque jour, leur restaurant se vidait un peu plus. Les critiques étaient unanimes. Notre pop-up était l'événement culinaire de la saison. Leur restaurant était qualifié de pâle copie. D'arnaque pour touristes. D'expérience sans âme. Environ 2 semaines après notre ouverture, Vincent a traversé la rue. Il est entré dans notre restaurant bondé. Il avait l'air fatigué. Vieilli de 10 ans. Il m'a attendu près de la cuisine ouverte. Quand il y a eu une accalmie, il s'est approché. Jean-Luc, a-t-il dit.
Sa voix à peine audible dans le brouhaha. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire? Vincent. Ai-je répondu froidement, sans cesser de dresser une assiette. S'il te plaît. Ce que tu fais, c'est de la concurrence déloyale. Tu nous ruines. J'ai posé ma louche et je l'ai regardé droit dans les yeux. Un silence s'est fait autour de nous. La concurrence déloyale? Toi. Tu oses me parler de concurrence déloyale? Toi qui m'as volé ma femme. Mon restaurant. Mon nom. Mes recettes? La seule chose que je fais. Vincent. C'est de la cuisine. Ma cuisine. Et si les gens la préfèrent à la tienne? Ce n'est pas mon problème. C'est le tien. Il est resté sans voix. Il a regardé autour de lui. Les visages des clients qui le dévisageaient avec mépris. Puis il a tourné les talons et est reparti. La tête basse. Le coup de grâce est venu la semaine suivante. Un article en pleine page dans Le Figaro. Intitulé « Le roi de la bouillabaisse est de retour à Paris ». Le journaliste racontait toute mon histoire, l'incendie. La trahison. Ma reconstruction grâce à ma mère et à YouTube. Et enfin, ce retour triomphal. L'article se terminait par une phrase assassine, quant au restaurant d'en face. Qui usurpe le nom du lieu originel. Il prouve simplement qu'on peut copier une recette. Mais jamais un cœur. Le lendemain, Sophie est venue. Elle portait de grandes lunettes noires. Comme pour se cacher. Elle a attendu que je sorte pour prendre une pause. Jean-Luc. Il faut que ça cesse. A-t-elle dit d'une voix tremblante. Tu as gagné? D'accord? Tu es content? Tu nous as humiliés. Maintenant? Arrête. Je l'ai regardée. La femme que j'avais tant aimée. Elle ne montrait aucun remords. Seulement de la colère et de la peur. La peur de perdre son nouveau train de vie luxueux. T'humilier? Non. Sophie. Je ne t'ai rien fait. Vous vous êtes humilié tout seul. Vous avez cru que vous pouviez tout acheter? Même le talent. Vous avez cru que vous pouviez mentir et vous en sortir. Mais il y a une chose que vous n'aviez pas prévue. Quoi? A-t-elle demandé. La vérité. Je suis rentrée à l'intérieur, la laissant seule sur le trottoir. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. Ni même de la satisfaction. C'était un sentiment étrange de paix. La boucle était bouclée. Je ne me battais plus contre eux. Je me battais pour moi. Et j'avais gagné. Non pas en les détruisant, mais en me reconstruisant. Plus fort qu'avant. Le marché. Comme je l'avais dit à Chloé. Avait rendu son verdict. Le mois de notre restaurant éphémère s'est achevé sur un triomphe absolu. Le dernier jour, les gens ont fait la queue pendant des heures. Juste pour goûter une dernière fois à nos plats. Pour nous dire au revoir. C'était devenu plus qu'un simple restaurant. C'était un symbole. La victoire du petit contre le grand. De l'authentique contre le faux. En fermant la porte pour la dernière fois, j'ai regardé le restaurant d'en face. Les lumières étaient éteintes. Une pancarte « Fermeture exceptionnelle » était collée sur la porte vitrée. Nous n'avions pas seulement gagné une bataille. Nous avions gagné la guerre. Cette victoire a eu des répercussions bien au-delà de la rue de Verneuil. L'histoire a été reprise par les médias nationaux. J'étais invité sur les plateaux de télévision. Dans les émissions de radio. Chez nous, a connu une croissance exponentielle. Notre concept de kit repas est devenu un phénomène de société. Nous avons dû ouvrir de nouveaux ateliers à Lyon, Bordeaux et Marseille pour répondre à la demande. Chloé et moi passions nos journées à gérer cette expansion fulgurante.
Notre entreprise n'était plus une petite start-up. C'était devenu un acteur majeur de la food tech en France. Des fonds d'investissement prestigieux ont commencé à s'intéresser à nous. Un an après l'épisode du pop-up, nous avons reçu une proposition qui allait changer nos vies, une introduction en bourse sur le marché Euronext Growth. L'idée de voir chez nous coté en bourse me semblait folle. Moi, le petit cuisinier de Marseille, dont la vie avait été réduite en cendres, j'étais sur le point de devenir le PDG d'une société cotée. C'était le scénario d'un film. La préparation de l'introduction en bourse a été une période d'une intensité folle. Des réunions interminables avec des banquiers, des avocats, des auditeurs. Des roadshows où je devais présenter notre projet à des investisseurs du monde entier. Dans ces réunions, je ne parlais pas seulement de chiffres. Je racontais mon histoire. Notre histoire. Celle d'une renaissance, d'une passion transmise de mère en fils, d'une entreprise construite sur des valeurs d'authenticité et de partage. Et ça marchait. Les investisseurs n'achetaient pas seulement des actions. Ils achetaient une part de ce rêve. Pendant ce temps, les nouvelles de mes anciens bourreaux me parvenaient par bribes, à travers des connaissances communes ou des articles de presse. Leur restaurant parisien avait fait faillite quelques semaines après la fermeture de notre pop-up. Ils avaient accumulé des dettes colossales. Vincent avait, semble-t-il, tenté de lancer d'autres affaires, sans succès. Il était retourné vivre chez ses parents. Quant à Sophie, son histoire était encore plus sombre. Sa relation avec le docteur Philippe Martin avait implosé en même temps que leur restaurant. J'ai appris par la suite que ce fameux médecin n'était pas seulement arrogant. Il était aussi incompétent et malhonnête. Il a été impliqué dans une grave affaire de faute médicale. Une opération ratée. Un patient handicapé à vie. Le scandale a été énorme. Il a été radié de l'ordre des médecins et condamné à verser des dommages et intérêts astronomiques. Ruiné et banni de sa profession, il avait disparu de la circulation. Sophie s'était retrouvée seule, sans argent, sa réputation ternie. Elle avait dû quitter Paris et était retournée à Marseille. Elle avait tenté de retrouver un poste d'infirmière, mais l'histoire de sa trahison envers moi, désormais de notoriété publique, la suivait comme une ombre. Elle enchaînait les petits boulots précaires. L'ironie était amère. Elle qui avait rêvé d'une vraie vie de luxe et de paillettes se retrouvait plus bas que terre. Je dois avouer qu'en apprenant cela, j'ai ressenti une pointe de satisfaction froide. La justice immanente. Le karma. Appelez ça comme vous voulez. Il n'avait eu que ce qu'il méritait. Mais ce sentiment n'a pas duré. J'étais trop occupée, trop concentrée sur l'avenir pour m'attarder sur leur sort. Ils appartenaient à mon passé. Un chapitre douloureux mais clos. Ma vie. C'était Chloé. Notre amour s'était renforcé dans le tourbillon de notre succès. Elle était mon roc, ma conseillère, ma confidente. Elle était la seule à connaître l'homme derrière le PDG. L'homme avec ses doutes et ses cicatrices. Un soir, à quelques jours de l'introduction en bourse, nous étions sur le balcon de notre appartement. Paris scintillait à nos pieds. J'étais épuisé, mais heureux. Tu te rends compte, Chloé? Dans une semaine, nous serons en bourse. Tout ça, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas envoyé cet email. Elle a posé son doigt sur mes lèvres. Non. C'est grâce à toi. À ton courage. À ton talent. Tu as transformé tes cendres en or. Je n'ai fait que t'aider à souffler sur les braises. Elle m'a regardé intensément. Tu sais, Jean-Luc, la plus belle revanche, ce n'est pas de voir ses ennemis échouer.
C'est de réussir si brillamment que leur existence n'a plus aucune importance. Elle avait raison. Ma plus grande victoire? Ce n'était pas leur chute. C'était ma propre ascension. Puis, le point culminant de toute cette histoire est arrivé. Un point culminant non pas spectaculaire, mais intime et décisif. La veille de l'introduction en bourse, je suis retournée seule dans notre premier atelier, celui du 11e arrondissement. Nous l'avions gardé comme une sorte de laboratoire, un lieu de mémoire. C'était là que tout avait commencé. Je me suis assis par terre, dans le silence. J'ai repensé à tout le chemin parcouru. À l'incendie. À l'hôpital. À la trahison. J'ai repensé à la cuisine de ma mère. À la première vidéo. Au premier commentaire. J'ai touché les cicatrices sur ma main. Elles ne me faisaient plus mal. Elles étaient lisses. Intégrées à ma peau. Elles faisaient partie de moi. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. J'ai décroché. Une voix d'homme. Hésitante. Brisée. Jean-Luc? C'est Vincent. Un long silence. Je n'ai rien dit. Je sais que je n'ai aucun droit de t'appeler? A-t-il bafouillé? Mais j'ai vu les nouvelles. Pour la bourse. Bravo. Je suis sincèrement heureux pour toi. Heureux pour moi. Le mot sonnait faux. Creux. Qu'est-ce que tu veux? Vincent? Ai-je demandé? Ma voix dénuée de toute émotion. Je suis dans une situation terrible. Jean-Luc. J'ai tout perdu. Je suis criblé de dettes. Mes parents ne veulent plus m'aider. Je me demandais si, par pitié pour notre ancienne amitié, tu pourrais me prêter un peu d'argent. Juste pour repartir de zéro. Sa demande était tellement pathétique. Tellement misérable. Qu'elle n'a même pas suscité de colère en moi. Juste une immense lassitude. Notre ancienne amitié? Ai-je répété lentement. Tu veux parler de celle que tu as détruite en partant en vacances avec ma femme pendant que j'étais en train de mourir? C'est de cette amitié-là que tu parles? Il s'est mis à sangloter au téléphone. Des sanglots pitoyables. Ceux d'un homme qui ne pleure pas sur ses fautes, mais sur ses propres malheurs. Je sais. J'ai été un monstre. Impardonnable. Mais les gens peuvent changer. Non. Je t'en supplie. Jean-Luc. Une dernière chance. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la vie parisienne continuait. Indifférente. Je vais te donner un conseil? Vincent. Ai-je dit d'une voix calme. Le seul que je puisse te donner. Quand j'ai tout perdu, je n'avais rien. Pas d'argent. Pas d'amis. Pas même un visage. La seule chose qu'il me restait, c'était la dignité de me relever par moi-même. Si tu veux repartir de zéro, commence par là. Sur ces mots, j'ai raccroché. Je ne l'ai pas fait par cruauté. Je l'ai fait parce que c'était la seule réponse honnête. Leur donner de l'argent n'aurait fait que prolonger leur agonie. Leur illusion qu'ils pouvaient toujours s'en sortir en manipulant les autres. Le véritable cadeau que je pouvais leur faire, c'était de les laisser faire face à la conséquence ultime de leurs actes, le vide. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai pris Chloé dans mes bras. C'est fini. Lui ai-je murmuré. C'est vraiment fini. Elle a compris que je ne parlais pas seulement de l'appel de Vincent. Je parlais de tout. Le passé était enfin mort et enterré. Demain n'était pas seulement le jour de l'introduction en bourse.
C'était le premier jour du reste de ma vie. Une vie où Sophie et Vincent n'étaient plus que des fantômes insignifiants. Des échos lointains d'une douleur qui n'existait plus. J'étais enfin libre. Le jour de l'introduction en bourse de chez nous fut baigné d'une lumière irréelle. Tôt le matin, Chloé, ma mère et moi, accompagnés de notre équipe de direction, nous sommes rendus au Palais Brongniart, le siège historique de la Bourse de Paris. Le lieu était majestueux, presque intimidant, avec ses colonnes corinthiennes et ses plafonds vertigineux. C'était un monde à des années-lumière de ma petite cuisine marseillaise. Devant le bâtiment, une nuée de journalistes et de photographes nous attendait. Les flashs crépitaient. J'ai serré la main de Chloé. Elle m'a souri. Ses yeux brillants d'excitation et de fierté. Ma mère, élégante dans un tailleur qu'elle n'avait pas porté depuis des années, semblait à la fois impressionnée et amusée par toute cette agitation. À 9 heures précises, sur le balcon surplombant la salle des marchés, j'ai eu l'honneur de faire sonner la cloche qui marque l'ouverture de la séance. Le son grave et puissant a résonné dans tout le bâtiment. C'était officiel. Chez nous était désormais une société cotée. Sur les écrans, notre code CHNO est apparu, et le cours de l'action s'est immédiatement envolé. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon. Des interviews, des félicitations, des poignées de main. Les analystes financiers parlaient de succès historique, de l'une des plus belles introductions en bourse de l'année. La valorisation de l'entreprise a dépassé toutes nos prévisions les plus optimistes. En quelques heures, sur le papier, j'étais devenu multimillionnaire. Mais au milieu de toute cette euphorie, mon esprit était étrangement calme. L'argent, les chiffres, la gloire. Tout cela me semblait abstrait. Ma vraie richesse était là. À mes côtés. Chloé, qui me regardait avec un amour infini. Ma mère, qui pleurait doucement de bonheur. Notre équipe, qui avait travaillé sans relâche pour rendre ce rêve possible. C'était ça. Ma vraie victoire. Le soir, nous avons organisé une grande fête dans un pavillon du bois de Boulogne pour célébrer avec tous nos employés. Il n'y avait pas de banquiers ni d'investisseurs. Seulement la famille chez nous. L'ambiance était électrique. Joyeuse. J'ai pris la parole. Non pas pour faire un grand discours de PDG, mais pour remercier, du fond du cœur, chaque personne présente. Quand j'ai commencé cette aventure, ai-je dit, ma voix chargée d'émotion, je n'avais rien. J'étais un homme en morceaux. Vous tous, ici, vous m'avez aidé à me reconstruire. Chez nous, ce n'est pas seulement une entreprise. C'est la preuve que même après le plus terrible des incendies, la vie peut repousser, plus forte et plus belle. Merci. Les applaudissements ont duré de longues minutes. Plus tard dans la soirée, j'ai entraîné Chloé à l'écart, dans les jardins illuminés. La musique de la fête nous parvenait, assourdie. J'ai quelque chose pour toi, lui ai-je dit. J'ai sorti de ma poche un petit écrin. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une bague de fiançailles simple et élégante scintillait. Le souffle de Chloé s'est coupé. Chloé Bernard, ai-je commencé, mon cœur battant à tout rompre. Tu es arrivée dans ma vie comme une lumière dans l'obscurité. Tu m'as appris à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Tu es ma partenaire, mon inspiration, mon meilleur ami. Je ne peux pas imaginer le reste de ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Des larmes de joie ont coulé sur ses joues. Elle a hoché la tête, incapable de parler.
Elle m'a sauté au cou. Oui. A-t-elle murmuré dans mon oreille. Oui. 1000 fois oui. Ce moment, sous les étoiles parisiennes, était plus précieux que tous les millions de la bourse. C'était le véritable couronnement de ma nouvelle vie. Alors que nous nous préparions pour le mariage, une dernière secousse du passé est venue me trouver. Mon assistante m'a transmis un message. Un message qui avait été envoyé par le biais du formulaire de contact de notre site web. Il était court. Mais chaque mot était lourd de désespoir. Jean-Luc. C'est moi. Sophie. Je sais que je n'ai plus aucun droit de te contacter. Mais je suis au bout du rouleau. J'ai tout perdu. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne. Vincent est parti. Philippe est en prison pour d'autres fraudes. Je suis seule. Je t'en supplie. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. De m'excuser. Vraiment. S'il te plaît. Une seule fois. Après, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. J'ai lu et relu ce message. Le ton n'avait rien à voir avec celui de Vincent. Il n'y avait pas de manipulation évidente. Juste le son brut de la détresse. Mon premier réflexe a été de supprimer le message. De l'ignorer. Comme la dernière fois. C'était la chose la plus simple. La plus logique à faire. J'ai montré le message à Chloé. Elle l'a lu. Son visage est devenu grave. Qu'est-ce que tu vas faire? M'a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Ai-je avoué. Une partie de moi veut l'ignorer. C'est ce qu'elle mérite. Mais une autre partie. Une autre partie se dit que pour vraiment tourner la page, tu dois peut-être affronter ce dernier fantôme? A-t-elle terminé ma phrase? Elle me connaissait si bien. J'ai réfléchi pendant 2 jours. L'idée de la revoir me répugnait. Mais Chloé avait raison. Il y avait une différence entre la vengeance et la fermeture. Vincent. Je l'avais congédié sans état d'âme parce qu'il n'était qu'un opportuniste pathétique. Mais Sophie. Elle avait été la femme que j'avais aimée plus que tout. Notre histoire, même si elle s'était terminée en tragédie, avait existé. Et peut-être que pour que ma nouvelle vie soit complètement sereine, je devais éteindre moi-même la dernière braise de ce passé. Pas pour elle. Pour moi. J'ai accepté de la rencontrer. Pas à Paris. Pas dans mon monde. Je lui ai donné rendez-vous dans un café impersonnel, près de la gare Saint-Charles à Marseille. Un terrain neutre. Quand je suis arrivée, elle était déjà là. Assise à une table dans un coin. J'ai failli ne pas la reconnaître. Les 7 dernières années l'avaient ravagée. Elle était terriblement amaigrie. Ses cheveux étaient ternes. Son visage était marqué par la fatigue et le chagrin. Elle ne portait plus de vêtements de marque, mais un jean usé et un vieux pull. Toute son arrogance, toute sa beauté glaciale avait disparu. Il ne restait qu'une femme brisée. Elle a levé les yeux quand je me suis approchée. Dans son regard, il n'y avait ni défi ni calcul. Juste une immense tristesse et une honte infinie. Jean-Luc. Merci d'être venu, a-t-elle dit d'une voix faible. Je me suis assis en face d'elle. Le silence était pesant. Je ne suis pas venue pour t'aider? Sophie. Ai-je dit calmement. Je suis venue pour écouter. Dis ce que tu as à dire. Elle a pris une profonde inspiration. Comme si elle rassemblait ses dernières forces. Je ne te demande rien? A-t-elle commencé? Ses mains tremblant autour de sa tasse de café. Je sais que je ne mérite rien. Ni ton pardon. Ni ta pitié. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je sais.
Je sais ce que j'ai fait. C'était monstrueux. Inhumain. Il n'y a pas un seul jour depuis 7 ans où je n'y pense pas. Elle a marqué une pause, cherchant ses mots. J'étais stupide. J'étais jeune. Ambitieuse. Aveuglée par l'argent et le statut. Philippe me faisait miroiter une vie de rêve. Et j'y ai cru. J'ai cru que le bonheur, c'était ça. J'ai piétiné le seul homme qui m'ait jamais vraiment aimé pour courir après une illusion. Et quand tout s'est effondré, je me suis retrouvée avec rien. Parce que j'avais construit ma vie sur du sable. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. C'était la première fois que je la voyais pleurer de vraies larmes de regret. Je ne suis pas là pour que tu me pardonnes, a-t-elle répété. C'est impossible. Je voulais juste te le dire. Face à face. Te dire que j'ai eu tort. Et que je suis désolée. Tellement. Tellement désolée. Jean-Luc. Pour la douleur. Pour la trahison. Pour tout. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de pitié non plus. Je ressentais une sorte de détachement paisible. C'était comme regarder une vieille photo d'une personne qu'on a connue autrefois, mais qui est devenue une étrangère. Pourquoi maintenant? Sophie? Ai-je demandé. Pourquoi par avant? Parce qu'avant, j'avais encore de l'orgueil? A-t-elle avoué. Je refusais d'admettre que j'avais tout gâché. Il a fallu que je touche vraiment le fond pour comprendre. Pour comprendre que la vraie vie dont je rêvais, je l'avais déjà. Avec toi. Dans notre petit restaurant. Et je l'ai brûlé moi-même. Elle a sorti une vieille enveloppe de son sac. Elle l'a poussée sur la table. Ça n'est pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai réussi à économiser. C'est un remboursement symbolique. Pour une infime partie de ce que je t'ai coûté. J'ai regardé l'enveloppe. Mais je n'y ai pas touché. Je n'en ai pas besoin. Ai-je dit. Je me suis levée. La conversation était terminée. Elle a levé les yeux vers moi. Un regard plein de supplication. Je te souhaite de trouver la paix. Sophie. Lui ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. Je te souhaite de te reconstruire. Loin de moi. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis partie. Sans me retourner. En sortant du café, le soleil de Marseille m'a aveuglée. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait le sel et la liberté. Ce n'était pas un pardon que je lui avais accordé. C'était une libération. La mienne. Le dernier fantôme venait de s'évanouir. Le passé était enfin à sa place, derrière moi. Notre mariage n'a pas eu lieu dans un palace parisien ou un château de la Loire. Nous avons choisi de le célébrer là où tout avait recommencé, dans le jardin de la maison de ma mère. En Provence. C'était une journée d'été parfaite. Sous un ciel d'un bleu intense. Avec le chant des cigales en fond sonore. Il n'y avait que nos familles et nos amis les plus proches. Les employés de chez nous, qui étaient devenus notre deuxième famille, étaient là aussi. Chloé était magnifique dans une robe simple et fluide. Un bouquet de lavande sauvage à la main. Quand je l'ai vue s'avancer vers moi au bras de son père, j'ai eu la certitude absolue d'être l'homme le plus chanceux du monde. Ce n'était pas la chance d'avoir réussi en affaires, mais la chance infinie d'avoir trouvé un amour si pur et si vrai après avoir connu la plus sombre des trahisons. C'est ma mère qui a officié la cérémonie. Ces mots étaient simples, venant du cœur. Je les ai vus naître une deuxième fois. Tous les deux. A-t-elle dit. Sa voix remplie d'émotion. Jean-Luc. Descendre de sa douleur. Chloé. De son audace et de sa foi en l'autre. Aujourd'hui. Ils ne font pas que se marier.
Ils unissent deux histoires de résilience pour n'en former qu'une seule, encore plus forte. L'amour. Le vrai, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de s'aider à se relever. Encore et encore. Après avoir échangé nos vœux, la fête a commencé. Ce n'est pas un traiteur célèbre qui a préparé le repas. C'est moi. Avec l'aide de ma mère et de quelques amis cuisiniers. Nous avons installé de grandes tables en bois sous les oliviers. Nous avons servi une immense paella. Des salades colorées. Des plateaux de fromage et des fruits gorgés de soleil. Le vin coulait à flots. Les rires et la musique se mêlaient jusqu'à tard dans la nuit. Ce jour-là, en regardant Chloé danser avec son père, ma mère rire avec ses amis, je me suis sentie envahie par un sentiment de plénitude totale. Le bonheur n'était pas un objectif à atteindre, mais un chemin. Et mon chemin, bien qu'il ait commencé dans le feu et la douleur, m'avait mené à cet instant de grâce parfaite. Notre lune de miel ne fut pas une destination exotique à l'autre bout du monde. Nous avons pris une voiture et nous avons longé la côte méditerranéenne, de la Provence à l'Italie. Nous nous arrêtions dans des petits villages. Nous dormions dans des auberges de charme. Nous passions nos journées à nager, à lire et à profiter de chaque instant. C'était simple, lent et absolument parfait. Un après-midi, alors que nous étions sur une petite plage près de Portofino, Chloé m'a posé une question qu'elle n'avait jamais osé me poser directement. « Tu ne regrettes rien ?» a-t-elle demandé doucement, en passant sa main sur les cicatrices de mon bras. « Si l'incendie n'avait jamais eu lieu, tu serais encore à Marseille. Tu aurais encore ton petit restaurant. Tu serais peut-être heureux. D'une autre manière. » J'ai regardé l'horizon, là où le bleu du ciel se confondait avec celui de la mer. J'ai réfléchi à sa question. Pendant des années, j'avais été hantée par les « et si ». Et si l'incendie n'avait pas eu lieu? Et si Sophie ne m'avait pas trahi? Mais aujourd'hui, ces questions n'avaient plus de sens. Non. Ai-je répondu avec une sincérité totale. Je ne regrette rien. Bien sûr. Je ne souhaite à personne de traverser ce que j'ai traversé. La douleur. La trahison. C'était un enfer. Mais cet enfer m'a forgé. Il m'a obligé à trouver en moi une force que j'ignorais posséder. Il m'a débarrassé des illusions, des fausses amitiés. Et surtout, si rien de tout cela n'était arrivé, je ne t'aurais jamais rencontré. Je me suis tournée vers elle. Si c'était le prix à payer pour être ici, aujourd'hui, avec toi, alors je le paierais à nouveau sans hésiter une seule seconde. Tu es mon bonheur, Chloé. Pas un bonheur différent. Le seul. Le vrai. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et nous sommes restés là. En silence. À regarder le soleil se coucher sur la mer. 1 an plus tard, notre famille s'est agrandie. Chloé a donné naissance à une petite fille que nous avons prénommée Hélène, en l'honneur de ma mère. Tenir mon enfant dans mes bras a été une émotion indescriptible. C'était un nouveau commencement. Le symbole ultime de la vie qui triomphe. J'ai continué à diriger chez nous. Mais j'ai appris à déléguer. À prendre du recul. Ma priorité n'était plus la croissance à tout prix, mais ma famille. Nous avons déménagé de Paris pour nous installer dans une maison près de la forêt de Fontainebleau. Pour offrir à notre fille une enfance plus proche de la nature. Ma mère nous a rejoints. Heureuse de jouer son rôle de grand-mère. Quant à Sophie et Vincent, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Ils se sont dissous dans le passé. Comme de mauvais souvenirs qui s'effacent avec le temps. Leur sort ne m'intéressait plus. Je ne leur souhaitais ni mal ni bien.
Ils étaient simplement devenus indifférents à mes yeux. Et c'était là le signe de ma guérison complète. Parfois, quand je cuisine pour ma famille dans notre grande cuisine ensoleillée, ma fille vient tirer sur mon tablier. Je la prends dans mes bras et je lui fais goûter la sauce qui mijote dans la cocotte. Son visage s'illumine d'un sourire gourmand. Dans ces moments-là, je pense souvent au chemin parcouru. Je pense à ce jeune homme naïf et passionné qui avait tout misé sur un petit restaurant à Marseille. Je pense aux flammes qui ont tout détruit, mais qui ont aussi purifié ma vie, la débarrassant de tout ce qui était faux. On dit que certaines graines ne peuvent germer qu'après avoir été traversées par le feu. Mon histoire est un peu comme ça. Il a fallu que tout brûle pour que je puisse renaître, pour que je puisse découvrir qui j'étais vraiment. Non pas une victime, mais un survivant. Un homme dont les cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais la carte routière d'un voyage qui l'a mené de l'ombre à la lumière. Et chaque soir, en regardant Chloé et notre fille endormie, je sais que j'ai trouvé bien plus qu'un nouveau restaurant ou une nouvelle carrière. J'ai trouvé un port. J'ai trouvé ma maison. J'ai trouvé la paix. Et c'est un trésor qu'aucune flamme ne pourra jamais me ravir.